Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. L'historique de la vigne. La vigne, ça a été fondée en mars 91, 23 ans déjà. Et les gens, c'est des gens des Saint-Vincent-de-Paul qui ont, suite à des demandes pressantes d'aide alimentaire, avaient décidé de se mettre ensemble puis de fonder la vigne, qui devenait à ce moment-là un comptoir alimentaire pour desservir les familles les plus défavorisées de Thetford, parce que ça regroupait vraiment Thetford à ce moment-là. Alors, en 91, la moyenne de familles qui se présentaient à la vigne était de 21 familles par semaine. Ça a un petit peu changé au cours des ans, et on va le voir au fur et à mesure. La manière de fonctionnement, c'est que ces gens-là, avec leur auto, faisaient le tour des épiceries le matin et ramassaient les invendables, c'est-à-dire les fruits et légumes qui étaient sortis des comptoirs la nuit, ramassaient ça, et ici, il y avait une couple de personnes qui remettaient ça en état de façon à pouvoir les donner. Et ils avaient une distribution 3 jours semaine, lundi, mercredi, vendredi, ils faisaient des sacs et remettaient les sacs aux familles. En 2000, avec le nouveau CA de ce moment-là, on a un petit peu amélioré les choses en installant des comptoirs. Et avec un petit camion, on a commencé à faire vraiment les tournées quotidiennes des épiceries. Et on a monté une équipe de bénévoles qui, chaque matin, travaillent ce qui nous arrive des épiceries chaque matin, mettre ça en état pour nos 3 jours de distribution qui sont restés quand même les mêmes au cours des années, le lundi, mercredi, vendredi, après-midi. Au fil des ans, puis vous allez le voir dans le feuillet qu'on vous a remis. En 2000, on parlait de 75 familles par semaine à peu près. On est rendu maintenant, au bout de 23 ans, à 171 familles par semaine. C'est nos statistiques du mois de 2013. 171 familles par semaine. C'est beaucoup de monde. Puis on est toujours dans le même local qu'on était il y a 23 ans, puis avec les mêmes équipements qu'on avait il y a 23 ans. Alors, je pense qu'au niveau du CA, ça fait 3 ans, pour juste faire une histoire un peu courte, les gens nous disent « Mais pourquoi vous êtes encore à la même place? Vous agrandissez pas votre aire de travail à rien. » C'est que depuis 3 ans, on a analysé plusieurs offres qui nous avaient été faites de local à l'extérieur. Il faut dire qu'ici, avec l'entente avec l'âge d'or de Saint-Alphonse, on ne paie pas de loyer. Le loyer est gratuit, si bien qu'on a seulement que les frais d'entretien comme l'électricité et les taxes et les assurances à payer. Et un local, nous avons regardé ça, aurait fallu faire une levée de fonds aux alentours de 300 000, question de payer la bâtisse en question. Et surtout, ce qui a retenu l'attention au niveau des membres de notre CA, c'est qu'après qu'on est propriétaire d'une bâtisse, bien, il faut l'entretenir. Puis le budget annuel de la vigne, qui est aux alentours de 100 000, ne permet pas de pouvoir disposer d'une somme de 15-20 000 par année pour mettre en entretien sur un local. On aime mieux prendre ce 15-20 000-là et puis de le mettre en achat d'aliments. Notre but, c'est ça d'abord, c'est d'assurer une distribution alimentaire aux familles. Alors ça, c'est pour faire l'histoire courte, pourquoi on est encore là. Et dans une deuxième partie, vous allez être à même dans la brochure qui a été faite par des amis ici à Thetford, vous allez être à même de constater que ce n'est pas un luxe. On a une chambre froide qui a été bâtie en 1991 avec les techniques du temps. Quand arrivent les chaleurs de l'été, la chambre froide dégoutte à l'intérieur. Il faut vraiment aller de l'avant vers ça. Alors, on s'est dit, quant à faire ça, on va l'agrandir un peu de façon
à pouvoir entrer plus de stock à l'intérieur. Et la chose importante, on rajoute une nouvelle chambre de congélation. Pour ceux qui ont déjà visité la vigne, vous allez voir, tout le tour, il y a 6 congélateurs d'usage normal comme on peut avoir dans nos maisons. Alors, on enlèverait ces congélateurs-là puis les remplacer par une chambre de congélation qui va nous donner du plancher un petit peu. La deuxième chose qui est prévue à notre plan de réaménagement, c'est l'entrée électrique. L'entrée électrique, c'est comme elle reste. Ça date de cette période-là. On a encore une boîte électrique avec des fusibles. Les congélateurs sont branchés avec des cordes d'extension parce que la plupart des prises dans les murs, c'est des 2 pattes. Alors, changer l'entrée électrique, changer l'éclairage, rajouter de l'éclairage. On a 2 sets de néons actuellement. On va en avoir 16 dans les nouveaux plans. Et changer le système de chauffage. Vous allez voir tantôt, pour ceux qui s'intéressera, pouvoir faire un petit tour de l'autre côté. Ça a été terriblement froid cet hiver parce que les calorifères qu'on a sont en arrière de nos congélateurs. Alors, c'est très pratique. Quand on veut mettre du chauffage un peu, bien, notre congelé décongèle. Alors, on garde ça frais. Et on a gardé ça frais tout l'hiver parce qu'on a un hiver particulièrement fraîche. Alors, on prévoit en même temps que ces travaux-là, bien, faire l'isolation des murs des 2 murs extérieurs de façon à au moins empêcher le gros froid d'entrer puis la chaleur de sortir. Suite à ça, on va changer nos comptoirs. C'est pas un luxe. Il date de ces périodes-là aussi. On a des tables de service de l'autre côté qui datent de 20 ans, qui datent de 23 ans. Alors, refaire ça, refaire des meubles qui sont à l'ère moderne. Et pour nous donner plus d'espace de rangement, on installe tout le tour du local une tablette à peu près à 6 pieds de terre, de façon à ce que nous puissions, nous autres, mettre du stock un peu là-dessus. Alors, c'est un peu, grosso modo, les changements qui s'en viennent. On m'a souvent traité, moi, je suis le seul sur le conseil d'administration qui n'a pas Internet, puis on me traite de vieux dinosaure. Mais on a accepté finalement de faire monter un site Internet. On va se mettre un petit peu à la page. Et sur ce site Internet-là, bien, c'est là que va se passer, quand vous allez voir à la dernière page du cahier, pour le plan marketing là, pour ceux-là qui vont faire des dons, bien, ça va être sur notre site Internet que ça va se passer. Et dans les prochains mois, dans les prochaines années, bien, ça sera possible pour les gens de pouvoir faire des dons directement en ligne à partir de notre site Internet. L'autre chose qu'on prévoit, si jamais la levée de fonds et la campagne de financement va bien, c'est de changer notre camion, de changer la vanne qu'on a actuellement pour une plus grande. Pourquoi? Depuis 4 ans, on est en affiliation avec Moisson-Beauce. Et en cours d'année 2013, c'est 28 000 kilos d'aliments qui nous sont parvenus de moisson. C'est un apport important pour Thetford, pour la région. Et le fait d'avoir une vanne qui serait un peu plus grande, bien, ça nous permettrait de ramener plus de stock. Alors, si la campagne de financement, puis je suis très confiant, si on peut dire, alors on pourrait peut-être par la même occasion changer notre petite vanne pour en avoir une plus grande. Le territoire qui est couvert, ça a commencé, comme oui, tu fais bien, André, de le dire. Le territoire qu'on couvre, c'était Thetford dans les premières années, mais depuis 2000, c'est de plus en plus la MRC. La MRC au complet. Avec tout le secteur de Disraeli, on est en lien avec le CERD. Et ça va dans les paroisses avoisinantes là, au sud de Disraeli. Et du côté plus au nord, on se rend jusqu'à Sainte-Clotilde. On fait Saint-Méthode, Saint-Daniel, Saint-Pierre-de-Bretonne. East Breton, bien sûr, mais on couvre là presque toute la MRC des Appalaches. C'est sûr qu'au niveau clientèle, si on regarde les pourcentages, 85 % des usagers, c'est ce que j'appelle maintenant le Grand Thetford. Thetford, Black Lake, Robertson, Pont-Brillant. 85 % des usagers viennent de là, le 15 % vient de l'extérieur. La période durant laquelle ça va se faire. C'est important, il y a beaucoup de présidents de Saint-Vincent-de-Paul, de membres de comité de Saint-Vincent-de-Paul aujourd'hui.
On va profiter de l'été pour faire ces travaux-là. Alors, nous autres, la dernière distribution va se faire le 30 de juillet et la prochaine va aller au 20 du mois d'août. Les compagnies ont 2 semaines pour faire les travaux. Mais nous autres, là, le jeudi, vendredi avant, il faut vider complètement le local, sortir tout ce qu'il y a là. Et puis, ça va nous prendre 2 jours après pour pouvoir réinstaller, recommencer notre cueillette dans les épiceries. Et pas de façon à ce que le mercredi, le 20 août, la distribution recommence. C'est sûr que ça va apporter un petit peu de désagrément à nos familles, mais je pense qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas réaliser ces travaux-là tout en étant en mode distribution. Ça me fait sourire parce que est-ce qu'il y a une cause plus noble, plus attrayante que de venir en aide aux plus démunis de notre société? Je ne le crois pas. Et je voudrais souligner en partant que on ne demande pas de l'argent pour nourrir les démunis. Ce qu'on fait, c'est de demander une somme fixe qui est assez modeste, 125 000 pour rénover les locaux actuels, pour essayer d'éliminer l'exiguïté des locaux et de les rendre plus faciles d'accès. Éventuellement, j'espère, M. Laliberté, éventuellement, j'espère qu'on aura un petit peu plus d'espace pour donner une chance à nos démunis d'entrer dans le local sans être obligés d'attendre sur leur bicyclette ou à pied ou en automobile à l'extérieur de notre centre actuel. Et j'espère que peut-être qu'on pourra ramasser suffisamment de fonds cette fois-ci pour réaliser cet objectif-là. En somme, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre les moins bien nantis de notre société plus sécures et plus enclins à vivre comme les autres dans notre société. Je suis sûr que ceux qu'on va solliciter parmi les compagnies vont être très réceptifs à notre demande, mais aussi je demanderais aux citoyens de Thetford et de la région qui ne seront pas sollicités particulièrement, mais qui entendront ce message, qu'ils peuvent se sentir totalement libres de contribuer le montant qu'ils voudront pour cette cause qui est très noble. Et puis, je voudrais aussi souligner que tout le travail qui est fait à la vigne est fait par les membres de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Ce travail est fait gratuitement. Il y a une personne seulement qui est payée dans toute l'organisation. Alors, c'est une œuvre de bienfaisance, c'est une œuvre de charité, c'est une œuvre qui doit faire appel au cœur de tous nos citoyens. Et je suis sûr que vous allez répondre très généreusement. Merci. La période de la campagne de financement va se dérouler de quand à quand? Bien, elle commence ce matin, puis elle va s'arrêter quand on va avoir l'argent qu'il faut. Ça devrait prendre 2-3 jours.
L'idée m'est venue en janvier, en prenant des marches ici sur la piste cyclable. Je regardais le fleuve, puis je regardais le pont de Québec, puis ça m'est venu, on dirait instantanément. Je fonctionne beaucoup, moi, à l'instinct puis à l'intuition. Des plans d'affaires, là, c'est pas mon truc, ça. J'y vais beaucoup, je fais confiance à la vie. Bon, l'idée m'est venue de faire Montréal-Québec à la nage. Par la suite, je me suis dit, je vais avoir une belle vitrine avec ça, une belle visibilité, il faut que je la redonne à quelqu'un. Puis là, je me suis mis à chercher quelle serait la cause que je pourrais endosser en faisant ça. En revenant à la maison le dimanche, en consultant les journaux, c'était la semaine prévention suicide. Le déclic s'est fait instantanément. J'ai dit ça va être ma cause, d'autant plus que je l'avais vécu par le biais de Guylaine, ma conjointe. Il y a 18 ans, son frère s'est suicidé. C'est que le lien était facile à faire. La semaine prévention suicide, Guylaine avait vécu ça. Les gens en détresse, les gens qui ont besoin d'aide, la santé mentale, tous ces trucs-là. C'est que l'idée était lancée. On est en février, il me restait à mettre en place toute cette aventure-là, c'était pas peu de choses à mettre en place, mais l'idée était lancée. J'ai lu un peu de documentation, puis là, j'ai vu que ce qui manquait, c'est de l'aide. Les gens ne vont pas chercher d'aide. Puis c'est là-dessus qu'il fallait cibler, demander de l'aide quand vous en avez besoin, en parler à des proches, ça peut être des amis, la famille, ça peut être des ressources, le médecin de famille, ça peut être les CLSC, mais il faut demander de l'aide. C'est que j'ai dit, c'est là-dessus que je vais cibler. Puis le lien, j'avais un parallèle facile à faire. Moi, je nage Montréal-Québec, c'est un gros contrat. Puis pour le réaliser, j'ai besoin d'aide. Ça me prend une équipe. Il y a 6 personnes qui étaient près de moi tout le temps. C'est que le lien était facile à faire. Moi, j'ai besoin d'aide pour performer, pour passer au travers une épreuve. Il va y avoir des moments difficiles là-dedans, des moments de joie. Au bout des 7 jours d'efforts, ce qui m'attend, c'est une fierté d'avoir réussi, fierté d'avoir demandé de l'aide, d'aider. C'est que là, je me suis dit, le message qu'on va faire, c'est demander de l'aide quand vous en avez besoin. Jamais j'ai lutté contre le fleuve. Le fleuve, il est trop puissant, il est trop fort, il est plus fort que moi. C'est lui qui décide, c'est pas moi. C'est que j'essayais de composer avec le fleuve tout le temps, jamais forcé, même quand c'était très dur, parce que tous les jours, c'était dur. C'était vraiment difficile. 7h, 7h30, pour moi, dans une journée, c'est pas si pire, mais de façon répétitive, ça devient très dur. Il y a des journées où tous les matins, j'appelais Guylaine pour lui donner un compte-rendu d'où j'en étais, puis comment je me sentais. Puis entre autres, à Deschaillons, je lui ai dit, mon corps, il veut plus, lui, ça ne tente plus, il n'est plus capable, là. Mais ma tête avait encore, là, mais c'était difficile, c'était vraiment dur. Ça vient difficile parce que quand on est bien fatigué, même ou en situation de détresse, tout est noir. Puis par une courte période, on n'a plus d'espoir, on n'est plus capable d'en avoir, d'être positif. Puis c'est un moment à passer, c'est tout. Mais mon Dieu, tu sors... grandit quand tu l'as franchi. Entre autres, ces moments de détresse-là, le lac Saint-Pierre qui était long, c'est 48 km d'une journée. Je pense qu'à date, personne n'a franchi le lac Saint-Pierre, aucun nageur en une seule journée. Moi, ça faisait déjà 2-3 jours que je nageais, il m'en restait 3-4 à faire. Il était vraiment long, pénible. Il me restait 700 mètres à faire. 700 mètres, pour moi, c'est rien à nager. Puis dans cette situation-là, 700 mètres, c'est infranchissable, c'est une éternité. Mais quand tu l'as fait, quand tu es passé au travers, mon Dieu, tu es fier, puis tu es heureux. Tu as un sentiment de devoir accompli, puis de dire « je l'ai fait ». Puis ça reste marqué à vie. Dire « je suis capable de passer au travers, des moments, entre guillemets, de détresse ». Puis moi, quand j'ai entrepris ce projet-là, je l'ai dit à tout le monde, je le fais avec mes forces, mais aussi avec mes faiblesses, avec mes manques, mes inquiétudes, mes peurs, mes angoisses, avec ce que j'ai d'humain. Je m'étais engagé envers Pierre pour l'escorter toute la distance là, de Longueuil jusqu'à Lévis. Et finalement, lorsque j'ai vu que les ennuis mécaniques ne me permettaient pas de poursuivre, là, ça m'a apporté quand même une bonne déception.
la deuxième journée de notre aventure, le bateau principal qui nous accompagne brise, l'hélice brise. On a besoin d'un autre bateau pour continuer l'aventure, sinon c'est fini. Telly se met à faire des appels le dimanche soir 9h30 pour trouver quelqu'un qui nous accompagne. Moi, j'ai dit, si vous me dites que vous avez besoin d'aide, j'ai dit, je vais y aller, mais j'ai dit, j'ai besoin de 8 heures pour me rendre. J'ai dit, en principe, demain matin, 8 heures, je devrais être là. Le lundi matin, quand je me lève sur le quai, je vois Réal Doré arriver. Il vient vers moi et il me dit tu me dis le 22 juillet, quand on a besoin d'aide, il faut en demander. C'est que toi, tu as besoin d'aide, moi, je suis venu t'en donner. Ça a été bien dérangeant émotivement. Donc là, on a créé une grande complicité entre nous deux. Puis cet homme-là est parti de nuit pour nous accompagner. De façon spontanée, pendant 5 jours qui restaient de notre aventure et 3 jours pour retourner chez lui. Donc, il me donnait 8 jours, cet homme-là, que je ne connaissais pas du tout. Ça a été un geste de grande solidarité sociale. C'est que j'ai été voir mon entraîneur, Jerry Fawcett, puis j'ai dit, là, ça me cogne solide ce qui vient d'arriver. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. J'ai beaucoup, moi aussi, de difficultés à demander. Puis Jerry me rassurait en me disant, tu ne demandes pas, Pierre, dans cette aventure-là, tu donnes énormément. Demander de l'aide aussi, souvent, c'est vu comme un geste de faiblesse de la part d'hommes qui sont supposés être forts. On ne demande pas d'aide, on est des durs. Mais demander de l'aide, c'est un geste de force parce qu'on prend d'abord soin de soi en le faisant, puis en même temps, on fait grandir les gens qui sont autour de nous en demandant de l'aide. On ne s'abaisse pas, on fait grandir, on valorise les gens autour de nous. C'est d'autant plus important d'en demander de l'aide. Chaque journée, là, la gamme d'émotions complètes qui y passe. Les débuts de journée, c'est toujours plein d'énergie, ça va bien. Puis les fins de journée, c'est plus exigeant, la fatigue s'installe. Donc, on se sent un peu comme probablement les proches peuvent être avec des gens qui sont en détresse psychologique. C'est-à-dire que lui, dans l'eau, on ne peut pas aller nager à sa place. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui tendre de la nourriture, lui tendre du liquide, essayer de l'encourager du mieux qu'on peut, mais on ne peut pas nager à sa place. Cette partie-là, pour l'équipe, on se rend compte que c'était les dernières heures de chaque journée, c'était ça le plus difficile pour l'équipe, émotivement. Les conseils de Jerry, puis le support de Josiane, en fait, mon équipe proche, l'équipe qui me nourrit, l'équipe qui est avec moi, c'est d'une importance capitale parce qu'évidemment, il faut que je mange, il faut que je boive aux 20 minutes, il faut que je mange aux heures. Puis la façon de m'aborder, moi, de me donner des conseils, c'est très important. Si on me dit, il me reste, quand je suis très fatigué, la façon de m'aborder, si on me dit, il me reste 3 heures à nager, c'est infernal pour moi. C'est bon des fois de me cacher certaines choses. Il faut savoir, l'équipe doit savoir composer avec quelqu'un qui est en difficulté, qui est épuisé. Il faut y mettre, je pense, des objectifs à court terme. Puis c'est bien de se dire, regarde tout ce que tu as fait au lieu de dire, regarde ce qui te reste à faire. Des gestes de félicitations, c'est important. Bravo, tu nages encore bien, ton style est bon, tu es fluide. Tous des trucs positifs que je disais tout à l'heure, on a pu, quand on est très fatigué, notre esprit, notre cerveau, il ne pense plus de façon positive. Quand les gens viennent nous donner des petits côtés positifs, c'est une nourriture pour l'esprit, ça aide beaucoup. Moi, ce qui était vraiment marquant là, tout le long du projet, c'est la complicité qu'on a eue avec Trafic Maritime puis la garde côtière, parce que tout le long du projet, moi puis Réal, on s'occupait des communications puis de les informer où on était rendu. Puis ce qu'on leur demandait, c'était surtout de ralentir parce que ça faisait des grosses vagues. Et puis tout le monde a été coopérant, ils diminuaient la vitesse et puis ils nous informaient à quel bouée était. Et puis ça, c'est vraiment important parce que, écoute, t'as un petit nageur, t'as un Zodiac, on est vraiment plus petit. Puis tu as des tonnes qui passent à côté de toi, puis ils embarquent comme consciemment dans le projet, là, et ils ont un certain respect de ça. Et conclusion, c'est que tout le monde, peu importe l'aide, c'est minime soit-il, tu es toujours utile dans un projet.
Quand on est arrivé à Cap, je me souviens plus le nom, tout près de Deschaillons, il y a un riverain qui fait jouer l'hymne national de tous les bateaux qui passent sur le fleuve, du pavillon, du bateau en question. Quand on est arrivé à cette hauteur-là, il a fait jouer les chants grégoriens que moi j'écoute avant de partir en compétition. Par un drôle de hasard, cette journée-là, il ventait un petit peu au début, sauf à ce moment-là où on est arrivé à cet endroit précis-là, où il ventait plus du tout. Il y avait une lumière un peu spéciale, le fleuve était très calme, de telle sorte que les chants grégoriens, la musique frappait sur l'eau, puis était amplifiée. Ça faisait un effet d'acoustique particulier. Puis au même moment, il y a un paquebot qui arrive à notre hauteur, stoppe les machines, tout l'équipage sort à l'extérieur puis lève le drapeau du Canada. C'est un moment magique. Moi, je l'ai vécu. J'ai été chercher, j'ai été cogner à une porte pour du support, puis je peux en témoigner, ça fonctionne, ça marche. Plus notre difficulté est grande, plus on a tendance à s'isoler. Je peux en témoigner, je l'ai fait, j'ai eu besoin d'aide, j'ai été en chercher, ça a fonctionné. Je l'ai fait pour mon défi sportif, puis je l'ai fait dans ma vie personnelle, puis moi, je vous dis, ça fonctionne.